Bonjour, encore une fois, on va travailler sur la conception du logement collectif, où l'UOM, on va s'intéresser à la conception du logement. On va faire deux variantes. Wahda, t'as un logement traversant. Wahda, t'as un logement d'angle. Bien entendu, si nous étions en situation de bureau d'études, les conditions seraient différentes parce que avant de commencer à comment concevoir le logement broha, une des premières choses qu'on apprend quand on est en bureau d'études, c'est qu'en réalité, il faut veiller à ce que la structure soit adéquate. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur les entr'axes. Les entr'axes, pourquoi? Il faut garder un certain équilibre entre les entr'axes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire, par exemple, entre le poteau Heda et le poteau Heda, 4,5. Même entre le poteau Heda ou le poteau Heda, 4,25. Entre le poteau Heda et le poteau Heda, 3,95. Ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous travaillons, notamment en Algérie, avec un système poteau-poutre, mais je suis limité par l'idée de la structure, et donc elle ne nous permet pas d'aller très loin, surtout avec les conditions terrain et avec les exigences des ingénieurs, des contrôles techniques, etc. Donc on ne peut pas aller très loin. Et ça représente une contrainte énorme dans la conception du logement. Sauf que dans votre cas, vous êtes en deuxième année, nous allons oublier ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer un logement traversant qui a deux façades, une façade maintenant avec un accès sur le côté, en vous donnant quelques astuces de conception par rapport à l'emplacement des espaces humides, etc. Pour cela, ce que nous devons faire avant tout, c'est réfléchir aux espaces. Donc, les espaces, on a surtout un duo qui marque entre le séjour et la cuisine. Ce duo séjour-cuisine peut nous donner ici un espace qui est la salle à manger. Maintenant, la plupart du temps, on essaye de faire en sorte que la cuisine soit ouverte sur le séjour. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Donc pour cela, ce qu'on doit faire, c'est réfléchir à avoir quand même certains cloisonnements entre cuisine, salle à manger et séjour. Laisser quand même une certaine idée du plan libre, mais pas le plan libre. En quelque sorte, il est devenu un fantasme dans les écoles d'architecture de dire que tout est ouvert, et pas non plus le plan complètement cloisonné de l'architecture classique. Là, on va essayer de trouver une combinaison qui puisse s'adapter à notre société, c'est-à-dire une cuisine qui est, disons, semi-ouverte. Semi, c'est le préfixe qu'on utilise à chaque fois quand on veut trouver une sorte d'intermédiaire, c'est-à-dire de solution intermédiaire quand ça devient compliqué. Maintenant, on va dire semi-ouvert, c'est-à-dire qu'une cuisine qui est en même temps ouverte sur le séjour, mais qui peut à un certain moment se fermer. On va essayer de trouver une solution. Bien entendu, tout cela par une circulation qui devrait représenter 10% de la surface. On va aller vers un autre ensemble qui est représenté par les chambres. Une chambre et une autre chambre. Bien entendu, les chambres elles sont complètement fermées. Et à un certain moment, il faut essayer de placer quelque part ici une salle de bain ou là un espace humide, fait salle de bain, WC, etc., qui soit en relation, bien sûr, avec l'ensemble jour. Donc voilà ce que ça devrait donner, un ensemble de chambres avec un espace humide, mais un espace humide qui est accessible directement par l'ensemble qui est constitué par le séjour et la cuisine et la possibilité d'une salle à manger, avec toujours cette possibilité d'avoir des espaces
ouvert, mais pas complètement ouvert, bien entendu. Bien entendu, dans cet ensemble-là, il y a des espaces qui peuvent venir se greffer. Habituellement, on ne le représente pas dans l'organigramme Haka, dans le diagramme bulle, ce qu'on appelle le diagramme bulle. Mais ici, on va essayer quand même de le représenter, parce qu'on a une idée. C'est, par exemple, tout ce qui concerne les espaces terrasses et loggia, etc. Donc, il y a en réalité là, après, c'est dans la conception que ça va paraître. Par exemple, certaines chambres vont avoir des ouvertures sur l'extérieur à travers des balcons. Ou alors, par exemple, par rapport à un séjour ici. Ou alors par rapport à la cuisine ici qui a tout le temps besoin d'un espace extérieur, un espace où on peut sortir directement de la cuisine par exemple. Généralement, je préfère avoir ce qu'on appelle des grandes terrasses. Au lieu d'avoir tout ça, c'est-à-dire la partie hadi. Donc pas de profusion de balcon. Ce que je préfère avoir, c'est plutôt une grande loggia, c'est-à-dire une sorte de terrasse. Loggia parce que peut-être encastrée dans le bâtiment, mais qui peut nous regrouper tous les espaces extérieurs qui nous intéressent. Donc voilà. Au lieu d'avoir les balcons, sachant que dans notre société, les balcons ne sont pas bien exploités, la plupart du temps, les gens ferment les balcons pour les utiliser comme espace supplémentaire dans le logement, sachant que les logements parfois ne suffisent pas en termes de surface, ou alors c'est nous qui ne savons pas exploiter nos surfaces correctement, quand on sait que par exemple en Europe, les surfaces des logements sont très petites, mais que les gens savent y vivre. Il nous faut tout le temps beaucoup plus d'espace, etc. Mais la profusion des balcons qui ne sert à rien. La plupart du temps, les gens ne les exploitent pas parce que nous avons une vie extérieure, c'est-à-dire que tout est orienté vers l'intérieur du logement et donc on ne sait pas s'asseoir à un balcon pour des raisons sociales, bien entendu. Donc il serait plus intéressant d'avoir ce qu'on appelle une loggia, c'est-à-dire toutes ces surfaces de balcons, de petits balcons, on va les regrouper dans une grande surface. La loggia, habituellement, dans le bâtiment, dans le bâtiment, la loggia, c'est l'espace qui est creusé dans le bâtiment. Contrairement à une terrasse qui peut se trouver quant à elle à l'extérieur. Voilà la différence qu'il y a entre loggia et terrasse. Donc la terrasse, c'est un grand balcon finalement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer directement à travailler sur un des premiers logements, disons que c'est le logement traversant, tout en gardant bien entendu l'idée de ce diagramme bulle et en l'enrichissant petit à petit. Allez, cette fois, on va s'aider du Kutch parce qu'on va dessiner à l'échelle, donc au centième. Actuellement, ce que je fais, c'est que je prends au moins les premières mesures. Je vais faire ça pour Bchouchou. Voilà, les premières mesures. Première mesure, c'est de pouvoir avoir le périmètre du logement T. Donc pour avoir le périmètre du logement, c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc là, on va se fixer un périmètre approximatif, mais on va travailler dessus. Donc disons que le logement T, je vais le limiter à 10 de profondeur et à 7 de largeur. Voilà. Donc c'est juste un repère pour pouvoir commencer à travailler. Donc sur ce repère-là, ce que je fais, c'est que je commence à travailler dans le calque. C'est-à-dire que ça, c'était juste... Pourquoi? Parce qu'habituellement, on demande à l'étudiant de ne pas dessiner sur la feuille quadrillée ou là,
sur le papier millimétré. Ça, c'est une très très mauvaise habitude et il faut s'en débarrasser. Donc, j'ai pris juste des repères qui m'ahaka et après, c'est mon expérience du dessin à l'échelle, au centième, qui va me permettre de dimensionner le tout. Donc voilà à peu près le repère. Et donc j'oublie maintenant et voilà. Comment travailler sur la surface. Première des choses, il faut commencer par fixer un peu les espaces qui jouent derrière. Comme il va y avoir un accès sur le côté, on va se fixer déjà deux axes qui vont nous permettre de dire que l'espace central, ou l'espace qui va nous regrouper l'entrée, la circulation et les espaces humides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est conscient que la partie hadi, elle est inexploitable en termes de façade. Ou la partie tani, elle est inexploitable en termes de façade. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est garantir de l'ensoleillement pour cette partie et pour cette partie. De l'ensoleillement et de l'éclairage, pas forcément de l'ensoleillement. Donc, Shams. غادي تدخل منا والضوء كاع نقولوا ماشي الشمس مي الضوء. La lumière, elle va pouvoir pénétrer de ce côté. Donc, le côté, c'est le côté le plus sombre. Et le côté le plus sombre, je ne vais pas gâcher mes façades avec leur éclairage pour placer de la salle de bain. Donc, je vais essayer de la placer ici. Donc, tout ce qui est salle de bain WC, on va placer ici. Sachant qu'il va y avoir une gaine, fiha la descente TI. Donc, tous les espaces humides se superposeront. Je pourrais mettre un hall d'entrée et distribuer de part et d'autre du logement. Donc, disons que ça, c'est l'idée principale. Maintenant, il va falloir dimensionner tout ça. Donc, pour dimensionner tout ça, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, maintenant, c'est une proposition, ou la manière de travailler, c'est que je vais toujours essayer de dimensionner les espaces humides pour avoir une idée de l'emplacement, de la place qu'ils vont prendre. Qu'est-ce qu'il nous faut dans les espaces humides? Il nous faut une salle de bain, un WC. Voilà. Donc, première des choses, je dessine et mon WC en tant qu'espace et ma salle de bain à côté. Là, bien entendu, il faut avoir déjà une idée des normes. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, potasser le 9R. C'est comme si vous lisiez un livre d'histoire. Par exemple, une largeur intéressante pour les sanitaires, minimale, c'est 1,10 m. Pour nous, c'est beau parfois des espaces plus réduits pour les sanitaires. Pour le WC, par exemple, vous pouvez arriver jusqu'à 80 cm. Sauf que l'utilisation du WC chez nous et chez les Européens, c'est pas la même chose. Ils ont besoin d'une surface minimale de 80 cm. On a des installations en plus, au moins bidou tama. Du coup, on a besoin de plus de largeur. Maintenant, pour la salle de bain, si jamais on réfléchissait à placer une baignoire, chose que je déconseille, la baignoire, c'est pas économique, c'est pas écologique, etc. Mais disons, si on devait placer une baignoire, donc c'est la norme, la largeur de la baignoire, elle est atteinte. Les largeurs de baignoire, les largeurs de baignoire, de toutes les dimensions. Mais disons que une minimale, c'est 1,80, c'est pas minimal, mais idéal. Donc 1,80 m. Bien entendu, on a le height donc on rajoute 10, 10 et 10, et on fait le total. Donc 3 mètres. Et à présent, donc par rapport au WC qui va se placer ici, juste un encastrement de chasse, c'est-à-dire les chasses qui sont maintenant encastrées avec juste un bouton et la cuvette qui vient
s'installer directement في الحيط. Donc il a نديرو كيما هكا. On va lui donner 40, je crois que c'est beaucoup 40 mais معليش حنا نقولو 40 plus le WC تاعنا هنايا il a besoin allez de 50 plus هنايا une petite largeur tenue pour pouvoir se lever, s'asseoir, etc. Disons que c'est 30 à peu près. Maintenant, on va arriver ici à 1,20 m. C'est-à-dire un espace carré. Bien entendu, si on veut rajouter un lave-main, etc., on va rajouter encore de la profondeur à nos toilettes, c'est-à-dire au lieu de 1,20 m, on va arriver ici à 1,50 m. Donc voilà, 1,50 m. Alors, est-ce que 1,50 m c'est suffisant pour la salle de bain? 1,80 m par 1,50 m, ça peut aller. Il a les ouvertures, haka. Après, on peut rajouter. On peut rajouter 1,50 m, on peut rajouter jusqu'à 1 mètre supplémentaire pour la salle de bain, mais pas pour le WC. Ah, pourquoi rajouter 1,80 m, 1 mètre pour la salle de bain et pas pour le WC? Parce que ça peut nous permettre finalement d'avoir cette configuration. Le mètre supplémentaire qu'on a rajouté la salle de bain pour avoir 1,80 m par 2,50 m au lieu de 1,50 m, c'est ce qui va nous permettre ici d'avoir ce qu'on appelle un sas. Ce sas permet, par rapport à une circulation qui se trouverait par exemple ici, d'avoir des accès vers ces espaces-là qui sont décalés. Voilà, c'est-à-dire que quand on circule, on n'a pas une ouverture directement sur la salle de bain et une ouverture directement sur le WC, mais on a plutôt un renforcement de l'espace, c'est-à-dire la circulation qui rentre ici, dans cet ensemble, et là on a un accès vers la salle de bain, un accès vers le WC, mais si on est là par exemple, on n'a pas de point de vue sur les portes ou les espaces qui sont des espaces plutôt intimes, etc. J'ai besoin pour cet espace de 3,20 m, inclus les cloisonnements, par 2,70 m, inclus les cloisonnements. Donc ça sera une unité que je vais pouvoir travailler ici. Maintenant, à l'échelle aussi. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends mon esquisse et je redessine. Alors, chose que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais dessiner qu'un seul mur, c'est celui-là. Alors, je sais qu'il y a 10 mètres le mur. Et à partir de là, je vais commencer à travailler les espaces T. Donc, ce que je vais faire, c'est au moins fixer un axe central par rapport auquel je vais pouvoir adapter ma largeur convenue maintenant de 3,20 m. Donc, bien entendu, il n'est pas dessiné à la même échelle que celui-là. Donc, je vais placer 3,20 m. Et donc, qu'est-ce que je fais? Par rapport à cet axe central que j'ai fixé, je vais pouvoir me décaler pour avoir les 3,20 m. Donc, je me décale d'1,60 m maintenant et d'1,60 m maintenant. À peu près, bon, c'est à peu près ici, à peu près là. Pour avoir les 3,20 m, t'as la salle de bain. Bon, j'ai dessiné comme ça au hasard, mais comme je sais que j'ai l'habitude de dessiner au centième, ça devient après évident. C'est-à-dire, quand on a l'habitude d'esquisser à l'échelle, nous les repères directement sans utiliser le coach. Maintenant, je vais juste vérifier pour vous montrer. Voilà, 1 mètre, bon, 1,50 m, 1,50 m, parce que c'est à 1 mm près, c'est bon. Donc voilà. Après, je dois aussi fixer les 2,70 m. Donc 2,70 m, c'est à peu près 3 cm. Donc je sais que ça c'est 1 cm, que ça c'est 1 cm, qu'à peu près là, on a fait 2,70 m à peu près.
Voilà, on va vérifier Tani, juste pour vous montrer et vous encourager à travailler à la main et à l'échelle. Apprendre à dessiner حتى تولوا تعرفوا لوحدكم تصوروا à l'échelle. ها. شحال كاين؟ Voilà, 3 cm, c'est ce que j'avais fixé, 3 cm. Après, c'est une esquisse, donc on a 3 mm ناقصة, donc on a 3 mm. Voilà. Ça, pour ceux qui apprécient le dessin, il n'y a pas de miracle. C'est juste du travail. Il a تخدموا تولوا تعرفوا تصوروا كيما هكا. J'ai l'habitude de dire ما تبقاوش تنخلعوا في الناس. ماشي انا جو ديسين نتوما تنخلعوا في لو ديسان تاعي. إلا تبغوا تصوروا كيفي, il faut juste s'exercer. C'est ce que j'ai fait انايا toute ma vie. Je me suis exercé à dessiner. C'est pour ça que je dessine au centième en essayant de ne pas m'aider blocage. Donc, je dis aux étudiants, il ne sert à rien de s'ébahir sur le travail des autres. Il faut apprendre à travailler soi-même. Voilà. Donc, on a fixé notre WC et notre salle de bain. Bien entendu, ici, à un moment, on fixera une gaine qui nous permettra de superposer les espaces. Alors, par rapport à ça, maintenant, il nous reste de la place maintenant. Vous voyez, c'est un travail maintenant qui est assez technique, hein, c'est du travail d'ingénierie, il n'y a pas de la création là-dessus. Il y a un peu de création, bien entendu, mais il y a aussi des normes. Après, c'est dans les espaces hadouk qu'on va essayer de créer quelque chose. Mais créer quelque chose ici, c'est quoi? C'est par exemple de réfléchir à un environnement qui soit intéressant. L'environnement, il faut le dessiner en perspective ici pour pouvoir après l'adapter ici, si c'est possible. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rester dans les normes et dire, là on va essayer de placer deux chambres. La largeur, c'est une condition dans le reste du travail. Parce que on a 2,70 m. Donc si on veut placer une chambre ici, on est obligé d'avoir une porte quelque part ici et qui va nous fixer elle-même où est la chambre تحبس. Donc 2,70 m, il faut نزيدوا لها 10 cm. هنايا نديروا la porte تاعنا فيها 80 cm. ونزيدوا à peu près une vingtaine de centimètres ici, ça fait 20 plus 80, 1 mètre, plus 10, ça fait 1 mètre 10, plus 2, 70, ça fait 3 mètres 80. Donc on a fixé déjà la largeur de notre chambre à 3 mètres 80 et donc nous avons déjà une première chambre ici. Après, bien entendu, nous allons tout simplement, ce que je demande souvent aux étudiants, c'est de travailler toujours sur les axes. C'est-à-dire que du moment que j'ai dessiné le mur, je vais étendre son axe ici pour pouvoir travailler le deuxième espace dans la continuité. Je suis arrivé à un espace de 3,80. Est-ce que je peux reproduire cet espace? Je vais aller vérifier. C'est-à-dire que j'ai 3,50. Donc 3,50 par 3,80 ou là par 4 mètres, c'est amplement suffisant. Donc ici, ici, je vais fixer un autre espace de la chambre à 4 mètres. Je ne vérifie même plus parce que c'est une esquisse, mais je sais que les espaces se ressemblent. Et souvent, ce que je dis aux étudiants, les espaces, je sais que ça c'est une chambre et que ça c'est une chambre. Donc je sais que les chambres par rapport à cette salle de bain, elles sont bien dimensionnées. Habituellement, on se retrouve chez les étudiants avec des salles de bain ont les mêmes surfaces que les chambres. Quand ils dessinent, ils ne réfléchissent pas du tout à ça, aux proportions. Donc là, il faut vérifier les proportions. Les deux chambres se ressemblent en termes de proportions, longueur-largeur, ou là plutôt largeur-profondeur. Et la salle de bain, on sent ici, elle fait le quart d'une chambre. Ce qui est tout à fait normal. Et on sait ici que le WC, il fait un tiers de la salle de bain, ce qui est tout à fait normal. Parfois, c'est beau, les étudiants disent qu'un WC et une salle de bain de même dimension. Et parfois même, ils disent qu'une salle de bain de la même dimension qu'une chambre. Ce qui n'est pas normal. Mais je le vois. Regarde, quand je vois mon dessin,
je sens qu'il y a des proportions, mangoulouche parfaites, mais au moins logiques. Maintenant, ce qu'il y a ici, c'est là où commence la création de l'architecte. Ça est que maintenant, avec les conditions de normes, vous voyez, le travail normatif qui est très important parce qu'on ne peut pas faire une chambre qui m'a une chambre qui m'a etc. Une chambre qui m'a dit avec cette forme, c'est très difficile à aménager. Il nous faut des formes carrées, que ce soit pour les salles de bain ou les chambres, etc. Maintenant, par rapport à ce qui nous reste ici, sachant qu'on va comment aménager tout le reste, sachant qu'il nous faut une cuisine, une salle à manger et un séjour avec une loggia, c'est là où commence le travail de création de l'architecte. On va commencer à imaginer l'espace. Donc, du moment que on a un accès ici, pour cette chambre, bien entendu, la chambre Zawja, ce qu'il faut faire, c'est toujours rapprocher les accès à la deuxième chambre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Il y a un espace utile. Il ne faudrait pas que la porte de la chambre est donc l'accès, tout simplement, je vais le placer ici. Voilà, ça c'est une affaire de logique tout simplement. C'est-à-dire que du moment que j'ai placé l'accès ici, donc j'ai libéré l'espace pour pouvoir l'exploiter tout simplement. Souvent les étudiants ne réfléchissent pas à ça aussi. C'est-à-dire une mabantla, il y a un accès sans réfléchir à l'incidence de cet accès, sachant que chaque accès, un accès égale une circulation en plus. Donc maintenant que j'ai fait ça, par rapport à cet espace-là, je sais qu'il me reste tout ça pour placer mon séjour, ma cuisine et ma salle à manger et réfléchir un peu à comment ça va se passer. Maintenant, je vais aller vers la perspective, c'est-à-dire travailler un peu les ambiances. J'avais parlé la dernière fois lors d'un cours de la scénographie. Et là, je vais essayer de mettre en scène un peu mon espace pour savoir ce que j'ai envie de faire par rapport à ça. Bien entendu, j'ai un accès ici. Après, comment peut-être travailler comme un hall? Est-ce qu'il faut séparer les espaces de l'accès? Est-ce qu'il faut créer peut-être un cloisonnement léger ou là, rentrant dans la décoration de telle sorte que quand on rentre ici, on ne voit pas directement cet ensemble de portes et de sas qui nous mènent vers les chambres puis vers les salles de bain, etc. Donc ce qu'on appelle une entrée en chicane. L'entrée en chicane, elle est connue et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une certaine culture par rapport à ça. C'est les entrées en chicane, on les retrouve souvent les plans, par exemple les maisons Mozambique, c'est-à-dire que par exemple par rapport à une porte, peut-être même qui s'ouvrirait dans ce sens, donc automatiquement tout est bloqué par un mur. Souvent le mur et la porte qui s'ouvre comme ça, il dit une petite ouverture de telle sorte que la femme puisse regarder à travers un trou sans que la personne extérieure, sachant qu'ici nous sommes à l'extérieur et que là nous sommes à l'intérieur, par exemple un enfant ou là il le bébé, automatiquement elle peut regarder à travers le trou sans que la personne qui se trouve à l'extérieur puisse regarder à l'intérieur de la maison. Puis pour passer, on utilise la chicane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès direct, il y a un accès indirect. Donc, l'idée que vous avez pu lire dans les livres, bien entendu. Vous pouvez après en prendre le leçon pour reproduire. Et donc, on va s'attaquer maintenant à ce travail de perspective. Alors, un conseil que je donne aux étudiants qui ne maîtrisent pas encore le dessin de perspective. Il faut toujours
toujours trouver des éléments de repère.